Alors, installez-vous, je vous en prie, première place. On va se mettre de ce côté-là. Vous pouvez vous mettre côte à côte, si ça ne vous embête pas. Alors, comment les entreprises TPE, PME répondent-elles à la commande publique européenne? Qu'en est-il de l'accompagnement de ces entreprises en Europe vers cette commande publique? Il y a bien évidemment des différences entre les pays européens et on va en discuter avec nos différents intervenants. Je suis rassurée, je vois le visage de Maria Gevin. J'espère qu'elle nous entend et qu'on va pouvoir avoir justement nos exemples irlandais et italiens. Alors, justement, on va avoir 3 exemples d'accompagnement dans le cadre de cet échange italien, irlandais et européen avec le Conseil européen de l'innovation. Et j'aperçois aussi Mauro Draoli. Et nous aurons le témoignage d'un chef d'entreprise, François Lucas, président d'Arcade Cycle. Bertrand Vert, conseiller en innovation, marché public, innovation à la Commission européenne, au Conseil européen de l'innovation. Maria Gevin, que j'aperçois et j'espère qu'on entendra, qui travaille justement à Business Entreprise et qui accompagne les entreprises en Irlande. Un petit sourire, peut-être que ça marche. Et Mauro Draoli, qui est directeur de l'innovation de l'Agide. Et l'expérience italienne est très, très intéressante, notamment en matière d'innovation. On va en parler dans l'accompagnement des entreprises. Merci d'être avec nous. Thanks for being with us. Alors, on va commencer avec vous, François Lucas. On va partir de l'expérience d'un entrepreneur. Vous êtes la seule entreprise des 4 invités. Présentez-nous déjà votre cœur de métier. Le micro est là, je vous en prie. Allez-y, vous l'approchez. Non, il n'y a rien à faire normalement. Oui. Vous le collez contre le menton et ça Merci. marche. Bonjour à tous. Arcade Cycle, nous sommes un concepteur et assembleur de cycles avec une usine pas très loin d'ici, en Vendée. Et nous sommes le spécialiste de la vente de flottes de vélos destinés à la location sous toutes ses formes. Et nous sommes entre autres le fournisseur des vélos en libre service et des vélos en location longue durée de la métropole bordelaise. Vous êtes une PMI de combien de salariés? Alors, nous avons beaucoup progressé depuis 12 ans et grâce en particulier, alors évidemment à la progression du marché du cycle, nous avons le vent dans le dos, mais aussi à la commande publique qui représente aujourd'hui une part très significative de notre chiffre d'affaires. Donc combien d'employés vous avez dit, pardon? Et en termes 150, d'employés, nous sommes aujourd'hui à 170 employés à temps plein, dont 130 salariés. Donc vous avez l'habitude de répondre à des appels d'offres publics, principalement pour les collectivités territoriales en France. On l'a bien compris. Quel est votre, comment vous procédez, comment vous répondez à ces appels d'offres? Alors, on puisse avoir justement un exemple concret avec vous. Voilà. Alors, par rapport à tout ce que l'on peut entendre sur la difficulté d'une PME, nous sommes une PME qui a grossi, mais nous restons une PME, à répondre à des appels d'offres publics, moi je m'inscris un peu en faux. J'aurais un point de vue différent si l'on parle des autres pays d'Europe. Donc nous avons développé aujourd'hui une très bonne maîtrise des réponses aux appels d'offres publics pour la fourniture de bicyclettes, qui sont aujourd'hui des produits très techniques, qui sont des vélos à assistance électrique avec de plus en plus d'électronique intégrée. Ce sont des vélos connectés. Il faut avoir quand même une petite expérience des codes de marché public, non? Sur la manière de répondre, mais si vous voulez, alors, nous n'avons pas, quand je dis nous restons une petite entreprise, nous n'avons pas de juriste. On a beaucoup parlé de droit des marchés publics depuis le début de la matinée. Nous n'avons pas de juriste dans l'entreprise et, pour des raisons évidentes, nous limitons le recours aux avocats. Donc notre connaissance des marchés publics, elle est d'abord empirique. Mais nous avons aujourd'hui une bonne connaissance. Ça commence par la publication des appels d'offres et d'avoir, avec des sociétés prestataires de services qui vont faire un routage vers nous avec des mots-clés, avec des tris sur des mots-clés, des appels d'offres susceptibles de nous intéresser, que nous allons examiner. Nous allons faire le tri entre ceux qui nous intéressent effectivement et auxquels nous allons répondre, ce qui représente toujours un effort commercial, et ceux qui ne nous intéressent pas. Et ensuite, oui, je vous disais, on a une bonne maîtrise
de la procédure des appels d'offres en France avec les différents acronymes, un peu les CCAG, les CCAT, les mémoires techniques, l'acte d'engagement, le BPU, le DQE, on connaît assez bien tout ça. Mais alors la commande publique, maintenant ce qui m'intéresse, c'est la commande publique européenne. Vous avez déjà répondu à des appels d'offres en Europe, et je pense notamment en Italie. Oui, alors, une sacrée expérience. Fort de cette expérience plutôt réussie sur le marché français, parce qu'on n'a pas peur de l'export. C'est ça la première condition. Au contraire, moi, je suis le responsable commercial export, et ça m'amuse beaucoup. Nous avons été sollicités par un partenaire en Italie, Cagliari, pour ne pas le situer, qui est venu nous chercher parce qu'il cherchait un fournisseur de vélos pour une solution de vélo en libre service dans la ville. Il avait la solution de gestion de la flotte, il cherchait le fournisseur de vélos. Il n'avait pas la capacité financière pour répondre seul, donc nous avons fait une réponse en groupement. Et c'est là où les difficultés commencent. Si nous avions été le fournisseur de ce partenaire italien, pour nous, ça se serait passé très très bien, puisque nous aurions eu une relation de droit privé avec le partenaire italien. À partir du moment où on répond à l'appel d'offres italien, on est un peu perdu. Il est un peu perdu, le premier, donc il n'a pas une grande maîtrise des procédures d'appel d'offres en Italie. Je ne vous parle pas des dizaines et des dizaines de mails, de coups de téléphone échangés pour arriver à se comprendre, à comprendre quelles étaient les différentes étapes de la procédure. C'est la barrière de la langue ? Tout est en italien ? Non, la langue est un vrai sujet quand les appels d'offres sont publiés dans la langue du pays. Alors on va vous dire, il y a toutes sortes de solutions pour traduire les appels d'offres. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est aussi une question d'efficacité. Quand vous recevez une dizaine d'appels d'offres tous les matins et qu'il faut faire un tri très rapide pour savoir ce qui vous intéresse et ceux qui ne vous intéressent pas, il ne faut pas prendre une semaine pour obtenir la traduction du slovène. Pour moi, tous les appels d'offres européens, et ça n'est pas le cas en France, ça n'est pas le cas en Allemagne, pour ne citer que les deux plus grands pays, devraient être dans la langue du pays et en anglais. Alors, quelles ont été les principales difficultés ? Donc, il y a notamment le fait de ne pas avoir de représentants sur place, sans représentants sur place, pour une société de notre taille, il faut oublier. Donc, si nous n'avions pas eu ce partenaire italien qui est venu nous chercher, nous n'y serions jamais allés. Premier point. Deuxième point, je vous ai parlé de la langue. La langue, ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est la connaissance des procédures d'appel d'offres qui ne sont évidemment pas les mêmes en Italie qu'en France. Je ne peux pas parler d'autres pays parce que cette expérience nous a passablement refroidis. Et ensuite, le problème majeur, et là je reviens sur le terrain du droit, qui est tout à fait en dehors de ma zone de compétence, mais la principale difficulté que nous avons eue, c'est l'absence de droit commercial européen. Avec des choses aussi évidentes que prouver la réalité de la société et prouver que j'étais bien moi-même et le mandataire capable d'engager la société. Le CABIS en Italie, en l'occurrence, n'était pas reconnu. Donc il a fallu faire une traduction assermentée. Vous imaginez un petit peu la difficulté à traduire un CABIS ou à lire un CABIS, traduction assermentée du CABIS. Ensuite, il a fallu faire la même chose avec ma carte nationale d'identité. Ensuite, il a fallu faire traduire par un traducteur assermenté chose assez classique, le procès-verbal de l'Assemblée qui m'a nommé président de la société, et y compris avec les pouvoirs d'engager la société dans l'affaire qui nous intéresse. Et tous ces documents ont dû être signé devant un notaire italien. Parce que naturellement, le notaire français, chez lequel il aurait été plus simple d'aller signer les papiers, et le notaire français ne se parlent pas. Donc j'ai eu le plaisir d'aller passer, c'était pas désagréable par ailleurs, mais enfin ça prend un peu de temps, d'aller passer 2 jours à Cagliari, où j'ai passé la moitié de mon temps avec des traducteurs assermentés, chez les notaires pour pouvoir... pour que le notaire puisse attester de la conformité de la signature. Voilà Donc un parcours, j'allais dire, semé d'embûches, que vous avez gagné, un appel d'offres que vous avez gagné finalement, il faut le dire. Bon, ça c'est plutôt bien terminé, parce qu'on a gagné cette affaire. Je précise que
On a dû livrer fin janvier 2019. 2 mois après, nous étions payés, donc ça s'est très très bien passé. Bon, on avait pris aussi quelques... Oui. Non, mais il y a des points très positifs au niveau européen. Le premier, c'est le code douanier unifié. Le second, ce sont les normes techniques. En ce qui nous concerne, c'est les normes de sécurité sur les bicyclettes. C'est pas rien. C'est strictement la même norme. Il reste Alors, une encore... fois l'appel d'offres gagné, après, il y a l'exécution du contrat. Ah ben l'exécution du contrat, on a assemblé les vélos dans notre usine de La Roche-sur-Yon qui ont été livrés à Cagliari. On maîtrise le transport, les incoterms, etc. Ça n'a posé aucune difficulté. Est-ce que vous êtes prêt à retenter l'expérience européenne? J'ai envie de vous demander. Alors oui, avec un représentant fort dans le pays en question. Alors Bertrand Werth, qui travaille justement à la Commission européenne, au service d'accélération des affaires fournisseurs d'approvisionnement. Expliquez-nous justement en quoi consiste ce secteur d'accélération et que vous inspire l'expérience italienne de François Lucas. À vos côtés. Bonjour. Alors allez-y, parlez, et je pense qu'au bout d'un moment, ça va finir par... Tenez, je vous donne celui-là peut-être, si vous voulez, un autre micro. Okay. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup, tout d'abord pour l'invitation. Différentes autorités qui nous accueillent ici, évidemment de l'UGAP. Mrs. Gering, can you hear me? Si, Mauro. Mauro, I can hear you. We can hear you. And I can hear you. Je crois que Mauro et Maria parlent entre eux. I cannot hear. Il faut une table ronde à part en Skype. Allez-y. Et donc, merci beaucoup à l'UGAP pour cette initiative, pour lancer ces rencontres aussi à l'échelle européenne. C'est important à souligner de la part d'un CPB, comme on dit en anglais, donc un Central Purchasing Body, ou pouvoir d'acheteur central, de le faire en France. C'est assez unique. Et puis évidemment de l'accueil des autorités ici à Bordeaux, la métropole, la ville, la CCI. Très heureux d'être avec vous et très heureux d'entendre cette histoire à succès. Avec un happy end finalement. Oui. Voilà, que vous venez de partager, surtout dans un secteur évidemment auquel on est tous attachés. Simplement, donc, pourquoi est-ce que je suis là aux côtés de mes collègues, que je salue aussi? Je représente un service ou un programme de la Commission européenne qui s'appelle le Conseil européen de l'innovation. Et en fait, on est assis sur plusieurs milliards d'euros d'argent donc des citoyens et citoyennes européennes, et ces milliards d'euros, ces 10 milliards d'euros sont premièrement dirigés en direction des PME et start-up européennes innovantes. Aujourd'hui, oui, j'ai une petite présentation, si vous pouvez passer le premier slide, c'est super, merci beaucoup. Et voilà, donc aujourd'hui, on est plus de 6000 entreprises européennes et pays associés. Je mentionne ici la Norvège, la Turquie, l'Ukraine, Israël. Et en fait, voilà, c'est un petit peu la Champions League, finalement, des startups européennes. Et nous finançons, en fait, premièrement, ces entreprises. On les finance de 2 façons, par des subventions, jusqu'à 2,5 millions d'euros. Et ça s'adresse à des compagnies uniques ou éventuellement à des consortiums. Et aussi, on finance les entreprises en prenant des parts, ce qu'on appelle de l'equity, de 500 000 à 15 millions d'euros de billets d'entrée. Voilà. Aujourd'hui, donc, parmi ces 6000 entreprises européennes, on a pratiquement 400 boîtes françaises. Et ça ne cesse de progresser. Et vous couvrez l'Europe des 27. Voilà, on couvre l'Europe des 27, les pays associés, et en termes de secteur, tout secteur, à l'exclusion du secteur purement de la défense. Voilà, puisqu'il y a il faut être sélectionné, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, les critères, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires? C'est quoi les critères pour faire partie? Il faut donc être une PME, donc en dessous de 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur, et aussi, donc, le processus d'application est tout à fait simple. Bref, 4 ou 5 mois, et vous êtes accompagné dans ce processus d'application. Donc, je vous encourage, les entreprises ici présentes ou en ligne, les plus innovantes, à appliquer. Mais on est aussi ici parce qu'en plus des subventions ou des prises de capital dans les entreprises amicales que l'on prend, on offre aussi à nos bénéficiaires, à ces entreprises, des services.
des services on peut passer au prochain slide, qui font en sorte que nos entreprises sélectionnées, ces 6000 entreprises, on les aide à rencontrer des investisseurs privés, des grandes compagnies, des corporates, des distributeurs, des clients, et aussi évidemment des clients dans le domaine de l'achat public et aussi des acheteurs privés. Et donc c'est pour ça aussi que l'on est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vient vers vous, acheteurs publics, pour vous dire qu'on peut vous offrir des facilités de sourçage, de sourcing. On a parmi, encore une fois, les entreprises les plus innovantes en Europe dans de multiples secteurs. Et puis aussi la bonne nouvelle, c'est qu'en plus de cela, donc c'est un service qu'on vous offre finalement gratuitement. En plus de cela, dans les prochains slides, vous le découvrirez, on offre des subventions. Là, c'est le slide qui explique pourquoi est-ce que l'on fait tout ça. Continuez, s'il vous plaît. Le prochain slide. Et on offre des subventions, en fait. Des subventions pour vous aider aussi bien dans le sourçage. Donc, c'est un nouveau projet qui va démarrer en septembre. On va vous offrir des subventions à hauteur de 10 000 €, mais aussi, prochain slide, s'il vous plaît, pour organiser des consultations de marché. Ici, c'est donc les différentes actions qu'on a déjà menées. Le travail que l'on fait en direction des acheteurs publics, ça fait environ 1 an et demi que l'on mène aujourd'hui. Vous pouvez découvrir qu'on travaille notamment avec on a travaillé avec la ville de Malmö, avec une autre grande entreprise publique postale, Bipost, la Poste belge, et toute une série d'acteurs dans le domaine de l'hospitalier, des grands réseaux européens. Et puis je mentionne aussi Wiener Linien, qui est en fait la grande société de transport public autrichienne. Le prochain slide. Et dans ce prochain slide, c'est ce que je commençais à vous expliquer, ces différentes subventions qu'on peut vous offrir. Donc, ce qu'on appelle donc du Needs Assessment, pour vous aider à identifier vos besoins, on vous donne 10 000 € sur 5 mois. Mais aussi des consultations de marché, on vous donne aussi 10 000 € sur 5 mois. Et puis, pour faire écho à ce que disaient les intervenantes précédentes, notamment ma collègue Samira, en ce qui concerne de la question de la co-création, dont tu as évoqué le travail à travers les partenariats d'innovation, eh bien nous, voilà, Samira vous en parlait, la DG Gros a mené cette étude, nous on vous donne les moyens de les réaliser. Sur 10 mois aussi, on vous donne jusqu'à 100 000 € par co-création, qu'on peut appeler un partenariat d'innovation, co-création avec des PME innovantes. Donc l'idée, c'est qu'on va lancer à partir de septembre un appel compétitif ouvert à tous les acheteurs publics européens et qu'on leur dira appliquez et voilà, sur 10 mois, 1 an maximum, avec ces jusqu'à 100 000 €, vous pourrez co-créer avec différentes entreprises, des PME en particulier, ce sera notre critère, idéalement issus de notre programme, mais pas seulement. Voilà. Je terminerai aussi en ajoutant qu'on apporte un quatrième type de subvention, de soutien aux acheteurs publics, qui est une subvention à 50 000 €. La même chose, sur base compétitive, pour vous accompagner sur les enjeux légaux, que tu mentionnais, François, mais aussi sur des conseils en ce qui concerne la propriété intellectuelle, ou ce genre d'enjeux, des conseils en innovation, quand vous êtes en train de rédiger ou de finaliser peut-être votre marché. Voilà, d'une série d'aides qu'on peut vous apporter. Donc mon message, il est celui-ci. Prenez contact avec nous, on est aussi présent sur LinkedIn ou par email ou tout à l'heure, et voyons comment est-ce que nous, on peut arriver modestement à vous accompagner dans votre travail à la recherche de solutions durables et innovantes à travers le portfolio de compagnie qu'on vous met entre guillemets à disposition. Merci beaucoup Bertrand. On a bien compris justement comment se fait l'accompagnement au niveau de l'Europe. Alors, est-ce que Maria est avec nous? Maria Gavin. Maria, je vous vois. Alors, vous travaillez donc, vous accompagnez les entreprises en Irlande. Donc, on va s'intéresser maintenant à votre exemple à vous, avec Business Entreprise. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter, nous expliquer comment vous accompagnez les entreprises en Irlande? Parce qu'on l'a bien compris, il y a différentes manières d'accompagner toutes ces entreprises vers la commande publique.
Dire Maria. Je crois que Maria ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez, Maria? Alors, je crois que Maria, pour l'instant, a l'image, mais pas le son. En attendant justement qu'on arrive à se reconnecter avec Maria, Bertrand Verge, j'avais une question justement sur cette... Good morning, everybody. I hope you can hear me. Bonjour, Maria. Alors, expliquez-nous Good morning. justement comment vous procédez. Just to say that Je crois qu'il y a un gros décalage. Allez-y, Maria, vous parlez, je me tais. there's a Je crois qu'il y a un slight gros delay décalage avant que on vous puissiez the répondre. sound. Je ne parle pas la langue décimale. Can you hear me now? Oui, c'est bon. Great. Okay, let's go. Thank you. Okay. Let's go. Pour l'instant, on ne dépasse pas les deux mots. Just to give you my experience of dealing with companies in public procurement, I was charged by the Irish government to set up the first pre-commercial innovative procurement programme in Ireland. Bon, on a un peu de mal malheureusement avec Maria. Maro, This was in 2013, post the economic crisis. And from there, we managed to establish the Small Business Innovation Research Programme in 2014. alors je ne sais pas si on peut continuer à maintenir la conversation avec Maria. This was a difficult process due to the fact that we had never done this before, but we took examples from the US and Maria, il faut que vous parliez en continu. Il ne faut pas écouter le stream, il faut vraiment parler en continu pour votre intervention. Alors, elle a un délai de 20 secondes pour que vous compreniez le temps entre les questions et les réponses. Okay, we took examples from the UK and the US, and this was of great value to us because the US had established their program in the early 80s, and they had, in effect, created a SEED program. This SEED program to date has been awarded to the sum of 40 billion, and it has created many, many excellent companies. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne sais pas si vous avez fini, Maria. Est-ce que je peux enchaîner? C'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir, sans se chevaucher, si on peut continuer cette conversation. J'aimerais venir... This was of great value to Ireland because we established, we set up innovative companies.
Alors, est-ce que vous auriez peut-être quelques exemples concrets à nous donner? Parce qu'il y a l'Irlande, mais il y a aussi, on va dire, toute la zone anglo-saxonne, je pense notamment aussi à l'Angleterre, avec des mesures très concrètes sur votre accompagnement de ces entreprises et en quoi c'est primordial. D'accord. Ça sera notre dernière question avec Maria parce qu'il y a un vrai souci. The examples that we can give are really stemming from the adopters in Ireland. For example, the Dublin City Council, which is the largest council in Ireland with a 1 billion budget per annum, they embrace this process. And alors, je pense qu'on va passer à la suite. Bertrand Vert, vous qui travaillez justement à la Commission européenne, on aurait souhaité vous montrer l'impact de la culture du pays sur la commande publique. Je pense que, je ne sais pas si Mauro de l'Agide est connecté, parce que ça aurait été très intéressant de vous montrer. And they, from SBIO, they have engaged with many highly innovative companies that are startups. Thank you very much, Maria. Alors, est-ce qu'on peut me dire à la régie si Mauro de l'Agide est connecté ou pas, si on peut évoquer cet événement qui... Alors, on a un problème avec, malheureusement, l'exemple italien. On aurait aimé vous montrer justement comment ils ont su innover et comment ils peuvent souvent rassembler des commandes potentielles de collectivités, accompagner jusqu'à 200 entreprises en même temps pour répondre à ces appels d'offres. Bon, tant pis. Merci beaucoup, Maria. On a vraiment des soucis de connexion. Je suis désolée. Et Mauro aussi de l'Agide. On pourra malheureusement difficilement évoquer l'Agide. Oui, alors je crois que Mauro pense qu'il peut être connecté. Bah oui, je suis désolée, Maria. Mauro, c'est pareil. Je crois qu'il n'a pas le son, Mauro. Alors, vous qui êtes justement à la Commission européenne, qui couvrez l'Europe des 27, est-ce qu'on peut dire qu'il y a... J'ai envie d'évoquer avec vous l'impact de la culture du pays sur cette commande publique, justement. Oui. Et les différentes stratégies, parce que bon, on n'a pas pu le développer avec Maria, mais c'est vrai qu'en Irlande, en Angleterre, d'une manière générale, la commande publique est vraiment vécue comme un levier stratégique donc, oui. pour le développement du Oui. pays. Je vous en prie, Bertrand Vert. Peut-être, pour le coup, je ne vais pas me dérober par rapport à la question, vous m'entendez? Oui. Je ne vais pas me dérober par rapport à la question, mais évidemment, mes collègues de la Direction Générale Croissance seraient peut-être mieux disposés à répondre à ce genre de questions que moi. Cependant, j'ai eu la chance de travailler dans cette belle Direction Générale il y a quelques années, dans ces mêmes services où on fait le lien entre achat public et innovation, ou achat stratégique. Pour enchaîner sur votre question, je pense que ce que voulait présenter Maria, la collègue irlandaise, elle a largement parlé donc vous avez entendu le SBIR. Peut-être que certains d'entre vous savent ou pas ce que c'est, le Small Business Innovation and Research Act, qui est un acte en fait pris par l'administration. Je ne vais pas le trouver, au début des années 80, le président américain de l'époque, vous savez le cow-boy là, qui faisait des films à Hollywood. Comment? Oui. Oui, Reagan. Reagan, voilà. Je cherchais vraiment le nom. Je pensais que c'était une blagounette. Voilà. Non. Donc, son administration, au début des années 80, effectivement, lance ce grand programme, le SBIR, qui accompagnait d'autres programmes, en fait, des autorités fédérales américaines. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, surtout que je ne suis pas forcément spécialiste, mais juste de dire qu'effectivement, c'était une très forte volonté américaine de lier, en fait, ces grands programmes de recherche et d'innovation avec la commande publique. Comme on le sait tous et toutes, en Europe, on n'a pas d'autorité vraiment fédérale comme aux États-Unis. On a une commission européenne, mais qui essentiellement n'achète pas. Depuis récemment, elle achète des vaccins, ce qui est formidable, mais on n'a pas évidemment cette puissance américaine. Tout ça pour arriver à dire que dans ce SBIR, essentiellement en 3 phases de développement de la recherche et de l'innovation, suivies par un achat en fait. Donc chacune des autorités fédérales américaines, le Department of Defense, l'agriculture, on en passe et des meilleurs en fait, arrivent à lier, une fois qu'elles ont lancé des subventions, une fois qu'elles arrivent à prendre même des parts peut-être dans des compagnies, dans des PME américaines, elles arrivent à enchaîner tout de suite avec l'achat. Donc ça, c'est des grands débats qui existent depuis les années 80 entre les États-Unis et l'Europe et qui font partie de la réforme aussi des marchés publics. Bref, nous en Europe,
on n'a pas réussi à négocier ça et on n'arrive pas à allier cette question de la subvention et la question de l'achat direct derrière. C'est un des grands enjeux dans les différentes réformes des directives qui se sont succédées, notamment la dernière en 2014. Enfin, ces éléments-là étaient évidemment présents, mais on n'est pas arrivé à s'entendre pour arriver à aller de l'avant sur ce lien entre subvention et achat. Tout ça pour répondre aussi à votre question en disant qu'effectivement, du fait d'une certaine proximité culturelle entre l'Irlande et le Royaume-Uni, il est clair que culturellement, de ce que j'ai pu en observer, le collègue aussi de l'OCDE qui est ici pourrait aussi nous en dire plus, il paraît évident que depuis plus longtemps que nous, en tout cas l'Europe continentale, pour eux, la commande publique, et on revient ici sur des éléments qu'on a largement évoqués déjà ce matin, la commande publique est aussi un acte fortement politique, est un élément fort des politiques publiques. Et pour eux, il y a no shame. La commande publique fait partie de... Voilà, quand un acheteur achète, ça a un sens fortement politique. Donc c'est pour essayer de répondre un peu à votre question. Il se trouve que le SBIR, ce fameux programme européen, a largement essaimé dans nombreux pays européens. Nous-mêmes, la Commission européenne, on s'en est très fortement inspiré, notamment dans la création de... l'EIC, European Innovation Council, et de ce qui nous a précédé, qui était l'instrument PME, SME Instrument. Et je terminerai en disant qu'on rêve toujours, si un jour on peut arriver à réformer une nouvelle fois peut-être le Code des marchés publics, on rêve toujours d'arriver à faciliter les subventions de R&D qu'on apporte aux entreprises, ce que l'on fait nous aujourd'hui à hauteur de 10 milliards d'euros, et puis aussi de faciliter faire en sorte que différents acheteurs publics européens, centraux, décentralisés, les régions, les métropoles, les villes, les grandes villes, puissent arriver sans trop de complexité à taper dans ces communautés de sociétés innovantes. Pour l'heure, évidemment, elles doivent passer par des processus d'achat. On essaye de les faciliter avec les partenaires d'innovation. Mais voilà, le lien est toujours très, très, très important d'un point de vue légal. Voilà. Donc c'est peut-être une perspective qui pourrait nous aider. Ça explique en partie le fait qu'il y ait peu de commandes finalement au-delà des frontières nationales. Et je complète ma question, est-ce qu'il y a des pays plus ouverts que d'autres ? Alors là aussi, mes données ne sont pas tout à fait fraîches, mais je crois que ça a été évoqué dans l'une des présentations. Est-ce que c'est celle de mes collègues de la DG Gros ou d'autres ? C'était les achats transnationaux. Ou peut-être c'était les... non, Samira, tu l'envisageais du point de vue des partenariats d'innovation qui impliquaient des adjudicateurs d'un pays et des fournisseurs d'un autre pays. Donc l'aventure de François. Je suis entreprise française, j'ai réussi à avoir un adjudicateur italien. Tout ça pour dire que le peu que j'en sache aussi, parlant sous le contrôle de mes collègues, je crois que c'est de l'ordre de 5% les achats transfrontaliers. Alors après, ou peut-être même moins, il y a certains pays qui le sont plus que d'autres. Et là, pareil, c'est pas tout à fait frais dans mon esprit, mais malgré tout, il me semble que pour le coup, les deux grandes économies européennes, l'Allemagne et la France, font pas forcément partie des meilleures de la classe. On peut donner différentes explications à cela, mais je crois que parmi les champions, il y a le Benelux, et la Belgique en particulier, qui, à hauteur de pratiquement 20%, si ce n'est pas 25%, achète de la part de sociétés autres que belges. Il y a des phénomènes explicatifs, évidemment. Quand on est un pays où on parle 3 langues comme la Belgique, le français, l'allemand et le néerlandais, évidemment, ça facilite grandement l'arrivée de sociétés tierces qui peuvent s'exprimer en anglais, en allemand, en français ou en néerlandais. Versus quand on est un grand pays comme l'Allemagne ou la France, qu'on n'a pas de traduction en français comme on l'avait évoqué tout à l'heure, c'est tout à fait contraignant. Et je terminerai là-dessus juste une chose, c'est que on apprend, et je peux que supporter le témoignage de François, qui est de dire que nous, quand on offre des subventions aux acheteurs, quand on travaille avec différents acheteurs européens, Wiener Linen, donc la grande société de transport autrichienne qui est parmi les meilleures en Europe, quand on les aide à rencontrer notre communauté de PME innovantes, ce qu'on leur dit dans la même phrase, c'est que évidemment, on est tout à fait humble et on leur dit, en fait, nous, on n'aura pas forcément toutes les réponses à vos demandes, à vos besoins. Et pour cela, il faut absolument que nos sociétés travaillent avec vos sociétés
avec lesquels vous travaillez déjà, avec votre écosystème local. Donc ça, c'est tout à fait clé, et ça va tout à fait dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quand on se lance dans une aventure dans un pays tierce, dont on ne maîtrise pas la langue et les éléments légaux, c'est clé de pouvoir faire partie d'un consortium, et nous, on y travaille. Donc, s'il y a des autorités publiques, adjudicateurs, bordelais, la grande métropole bordelaise, ou même de l'UGAP, avec grand plaisir de travailler avec vous, de vous ouvrir notre communauté de start-up, mais on ne le fera pas tout seul. On va aussi travailler avec votre communauté. Et ça, c'est essentiel. Mais si vous avez tout de suite des questions à poser à François Lucas vis-à-vis de son expérience, son entreprise, son expérience de la commande publique avec votre entreprise, ou Bertrand Werth, je vous en prie, on va faire circuler un micro dans la salle. Et je crois qu'on a une première question de M. Seguin. Attendez, on va vous apporter un micro, je pense. Voilà. Pendant ce temps, si je peux me permettre, juste avant que M. Seguin prenne la parole, moi j'en ai une pour François, qui est de dire la commande publique, c'est bien, c'est génial, tu as des clients. Donc un portfolio de clients, c'est essentiel, notamment les clients publics. C'est une recommandation très importante, peut-être tu peux en parler. Mais surtout, mon élément, c'est est-ce que tu aurais besoin de financement, des subventions, ou est-ce que tu aurais besoin d'avoir des entrepreneurs extérieurs qui prennent des parts dans ta société? Peut-être que tu n'en as pas besoin, mais on voudrait t'entendre là-dessus, mais peut-être que... Peut-être que vous pouvez répondre déjà à Bertrand Werth, puis après on prendra la question de M. Seguin. Je vous en prie. Une réponse très courte. Ah, réponse très courte. Attendez, j'ai un autre micro. Allez-y. Réponse très courte, Bertrand. Réponse personnelle. Par principe, je ne suis pas favorable aux subventions. Je considère qu'avant d'aller chercher les subventions, on n'est pas plus bête que les autres. S'il y a un effet d'aubaine, on va les chercher. Mais il faut que le projet soit bon, de manière intrinsèque. Si ce sont les subventions qui doivent permettre de passer le cap, je suis beaucoup plus réticent, avec un certain nombre de... Je comprends parfaitement que dans le domaine de l'innovation, la question est différente. Merci pour cette réponse. On va prendre la question de M. Seguin, je vous en prie. Oui, alors désolé, ce n'est pas une question, c'est une remarque, mais d'abord, je ne suis pas favorable aux subventions non plus, parce que l'entreprise doit être capable de sortir la marge nécessaire pour vivre. La subvention, ça vient en plus. Je suis plutôt favorable à l'accompagnement physique concret, d'accompagnement de techniciens spécialisés. Ce que je voulais dire, puisque là, on est en train de parler de l'export, de la commande publique à l'export à l'étranger, nous accompagnons beaucoup d'entreprises qui souhaitent aller à l'export, qui souhaitent répondre aux appels d'offres publics ou privés à l'export. Et quand on voit qu'ils ne sont pas armés, on leur dit n'y allez surtout pas. N'y allez surtout pas, parce qu'il faut s'appuyer sur des réseaux existants. Nous avons la chance d'avoir un réseau international des chambres consulaires. On demande à ces entreprises de se rapprocher de nos réseaux. On a des parrains, entre guillemets, c'est-à-dire des entreprises françaises qui sont installées déjà depuis longtemps dans le pays concerné. On les met en relation, parce que notamment ici, de par l'histoire de Bordeaux, on travaille beaucoup avec les pays africains, et les pays africains francophones, mais on ne va jamais travailler en Afrique si on n'a pas le bon partenaire et si on n'a pas le bon réseau. Et on passe également par les consuls des pays concernés. Ici, à Bordeaux, on a la chance, avec le commerce international du vin, d'avoir les consuls de tous les pays. Et les consuls nous donnent la bonne parole, la bonne personne au bon endroit. Mais lorsque les gens y vont la fleur au fusil, on leur dit « surtout n'y allez pas, vous allez vous planter ». Et ils se plantent. Donc voilà, je voulais surtout dire que partir à l'export, c'est pas comme de répondre à l'appel d'offres de la métropole de Bordeaux ou de la Chambre de commerce. Merci beaucoup, M. Seguin. Vous souhaitez réagir, Bertrand Werth, aux deux réponses qui vous ont été données ou pas? Ah, M. Lucas déjà. Alors, je suis d'un avis un peu différent. Je dirais plutôt, allez-y, parce qu'il y a bien souvent une inhibition par rapport à l'export. Allez-y, n'ayez pas peur. Et comme dans tout projet, faites les choses de manière professionnelle, faites-vous accompagner, ne faites pas preuve de naïveté, faites attention aux gens avec lesquels vous travaillez. Mais fondamentalement, allez-y. Merci beaucoup. Alors Bertrand Werth, je pense que vous souhaitez réagir. Je vous vois opiner du chef depuis tout à l'heure. Tenez, voici un micro. Merci. À moins qu'il y ait des questions dans la salle. Alors, je vous passe un deuxième micro,
Celui-là sera mieux. À moins qu'il fonctionne. Voilà. S'il y a d'autres questions, on peut les prendre, évidemment. Mais juste peut-être de réagir effectivement sur les 20 millions de PME en Europe. Toutes n'ont heureusement pas besoin de soutien qui soit public ou privé. Juste d'ajouter de préciser que nous, en fait, oui, on s'adresse à des PME qui ont des projets très early stage ou à l'état de développement, vraiment, jusqu'à des entreprises comme vous, François, qui êtes déjà sur le marché et qui peut-être, du fait d'une grosse ou de plusieurs grosses commandes publiques que je ne peux que vous souhaiter, vous ayez besoin de monter en compétences ou monter en production. C'est à ce genre d'occasion que nous, on peut arriver à intervenir, puissance publique, parce qu'il arrive effectivement que les opérateurs privés ne jouent pas leur rôle dans ce cas-là, ou que peut-être face à un nouveau développement technologique de rupture par rapport à l'existant, vous auriez besoin de capitaux, et que une nouvelle fois, les opérateurs privés, les banques, pour les nommer, ou les business angels, considèrent que c'est trop risqué. C'est là que nous intervenons, notre programme, le Conseil européen de l'innovation. Alors, je note une question online qui vient de m'être transmise. Quel est le coût de réponse pour une entreprise pour répondre à un appel d'offres? Qui veut répondre à cette question? Une fourchette? C'est très variable. Selon que vous répondez à un appel d'offres de moins de 40 000 € en France ou de plusieurs dizaines de millions, ce n'est pas du tout le même investissement commercial. Et si vous répondez, avec le tout petit exemple que j'ai développé, si vous répondez à un appel d'offres à l'étranger, c'est encore beaucoup plus coûteux. Si je peux apporter des éléments là-dessus, juste de dire que je pense que ce genre de travail, peut-être que les chambres de commerce et d'industrie, les CCI le font, notamment quand les entreprises vont vers des marchés à l'export. On mentionnait l'Inde, on peut penser à l'Amérique du Nord. Et de dire que nous, l'IIC, donc notre programme, c'est ce que nous sommes en train de préparer pour les mois qui viennent, c'est-à-dire que l'on offrira des services de soutien à nos PME quand elles souhaiteront répondre à des appels d'offres overseas, comme on dit, donc à l'extérieur de l'Union européenne. Voilà. Souvent, c'est pour la puissance publique, quand elle souhaite accompagner les entreprises, c'est coûteux en investissement et en énergie, évidemment, sans forcément avoir de garantie par rapport aux résultats du marché, mais évidemment, ça en vaut la peine. J'aurais été curieux d'entendre peut-être des opérateurs français qui font le même travail, du côté de la French Tech ou du côté d'autres opérateurs centraux. Et voilà, ils souhaitent apporter quelques éléments. Deuxième petite question, et je pense qu'on arrêtera là. Il y a deux mains qui se lèvent, une main qui se lève. Et si vous pouvez bien évidemment vous présenter avant de poser la question pour nos intervenants. Je crois que ça marche. Oui, c'est bon. Alors, j'ai pas de question, en fait, c'est pour répondre à la question qui a été posée sur le coût de réponse à l'appel d'offres. Donc, Pierre Nguyen, je suis directeur du réseau territorial adjoint Île-de-France, mais ancien expert innovation également. Et en fait, la réponse à cette question, je la donnais assez régulièrement. On estime que statistiquement, le coût de réponse à un appel d'offres, c'est entre 5 000 et 25 000 € en termes de temps homme passé. Et bien sûr, sans certitude de gagner l'appel d'offres derrière. Donc, entre 5 000 et 25 000. Merci beaucoup pour cette réponse concrète. Alors, avez-vous des préconisations, deuxième question, à transmettre aux autres entreprises qui souhaiteraient répondre à des marchés européens? François Lucas, Bertrand Vert, on va finir avec cette dernière question. Des conseils, des préconisations à transmettre aux entreprises qui souhaiteraient répondre, peut-être au regard de votre expérience personnelle? Si vous n'avez pas d'idée, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. Des idées simples. La première chose, c'est de connaître son marché. Donc ça passe le plus souvent, les premières démarches vont être d'aller sur des salons dans les pays concernés, se faire accompagner par des gens comme les CCI. Première recommandation. Deuxième recommandation, alors tout va dépendre de la nature de l'échange, mais le partenaire local sera souvent ou nécessaire ou un plus important. Merci beaucoup, Bertrand Vert. Oui, là aussi, peut-être que du côté même de l'UGAP, peut-être que l'UGAP accompagne une partie de ses fournisseurs ou de son écosystème pour répondre à ses propres appels d'offres. Ça, c'est une question ouverte.
un certain nombre c'est ce qu'on observe dans le monde de l'achat public, il y a de plus en plus de grands opérateurs, que ce soit des Central Purchasing Bodies ou que ce soit des grandes métropoles ou des services centraux, qui ont les moyens précisément d'accompagner leur écosystème pour monter en compétences, pour ensuite les accompagner. Ça a été évoqué ce matin, c'est que si l'acheteur est trop ambitieux, vous le vivez au quotidien, c'est pas mon quotidien à moi, mais les membres de l'UGAP, si vous êtes trop ambitieux dans vos cahiers des charges et dans vos ambitions, vous pouvez avoir le risque de vous retrouver tout seul et de ne pas avoir les fournisseurs qui vous suivent. Et évidemment, c'est un sacré souci. Pour répondre à votre question, j'ai envie de dire c'est facile, mais appliquez à notre programme, les sociétés, et on va vous chouchouter et on vous accompagnera donc sur ces différents appels d'offres, comme je l'évoquais tout à l'heure. Voilà. Un dernier mot pour François Lucas. Pas nécessairement le dernier. Si, parce qu'on va passer à la suite. S'il y a d'autres entreprises dans la salle, moi je voudrais militer pour la commande publique et vous dire, là aussi, comme pour l'export, n'ayez pas peur, allez-y, il n'y a pas de difficulté qui ne soit pas insurmontable. La commande publique, et en particulier, je profite de la présence de son président, de l'UGAP, nous a fait grandir avec un contexte de marché favorable. La taille de l'entreprise a été multipliée par 4 en 12 ans, et la conséquence de tout ça, c'est que hier, nous avons déposé le permis de construire pour une nouvelle usine avec une capacité de production 3 fois supérieure à la précédente en France. Donc n'ayez pas peur, vous serez accompagnés au sein de l'UGAP. Alors, je tiens à préciser que si vous souhaitez en savoir davantage sur comment ça se passe en Irlande ou en Italie, nos 2 connexions un peu compliquées pour ne pas dire ratées, avec Maria Gavin et Mauro de l'Agide seront mis en replay sur la plateforme. Donc on va les interviewer, ils vont enregistrer leurs réponses et vous pourrez justement avoir accès à ces vidéos. Merci beaucoup à tous les deux. On peut encore vous applaudir. Merci d'avoir été avec nous. Alors, il y a une autre personne qui aurait souhaité être avec nous aujourd'hui. Il s'agit de